Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer les statistiques liées à une stratégie trading. Donc cette vidéo fait suite à la précédente où nous avons backtesté une stratégie trading entière. Cette stratégie consistait à acheter le S&P 500 lorsque le prix ou sa moyenne mobile à 50 jours évoluait au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc pour être à la vente, pour vendre le marché, il fallait que le S&P 500 et sa moyenne mobile à 50 jours soient tous les deux en dessous de la moyenne mobile à 200. Nous avons testé ensuite trois scénarios. Donc au lieu de vendre et de rester en cash, qui est la stratégie numéro 1, nous avons testé de vendre le S&P 500 et acheter des obligations en utilisant le TF TLT, donc qui cotait à partir depuis, il me semble, 2001-2002. Donc avant, on était en quand on vendait, eh bien c'était vendre et puis rester en cash. Donc c'est qu'à partir de 2002 finalement que cette stratégie est différente de la stratégie numéro 1. Et ensuite, on a testé une troisième variante de cette stratégie qui consistait à shorter le S&P 500 au lieu de rester en cash ou d'acheter des obligations. La stratégie qui a su performer, c'est celle qui shortait hein, le S&P 500 au lieu d'acheter des obligations. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, cette stratégie avec les obligations, nous l'avons backtesté depuis la création de l'ETF-TLT qui est que depuis 2000. Si nous avions les données des obligations depuis 1950, je pense que cette stratégie d'achat d'obligations de shorter aurait su performer. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment calculer le rendement total et le rendement annualisé d'une stratégie, sa volatilité, son drawdown et pour finir, le ratio de Sharpe. Donc, nous aurions pu calculer plein d'autres indicateurs, mais voilà, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les plus importants, sinon cette vidéo pourrait être interminable. Alors, nous sommes de retour sur le fichier Excel, le backtesting de la stratégie de la précédente vidéo, avec comme vous voyez la colonne date, le S&P 500, le backtest de la stratégie 1, le backtest de la stratégie 2 et le backtest de la stratégie 3. J'ai créé d'autres onglets que nous allons découvrir au fur et à mesure. Le premier onglet, c'est toutes les valeurs que nous allons calculer aujourd'hui. Et on va commencer par le rendement total. Alors, le rendement total, c'est très facile, hein, c'est le capital de fin, final, euh, moins le capital de début, divisé par le capital de début. Donc, S&P 500 égale, là on n'a pas besoin d'écrire égal si ou égal une formule, puisque c'est un simple calcul mathématique que nous allons faire. Donc, égal, vous voyez la dernière valeur, donc ici c'est le 26 mai 2020, moins la première valeur, donc du 3 janvier 2050, divisé par, pareil, la première valeur. Alors faire attention à bien mettre les parenthèses, vous voyez là on ne les a pas mis, sinon nous allons avoir un problème. Donc c'est entre parenthèses capital de fin moins capital de départ, et ensuite le tout divisé par le capital de départ. Voilà, on va mettre en pourcentage, donc pour cela hein, il suffit de cliquer sur ce bouton, vous voyez, et on a le S&P 500 qui a pris 17 858% depuis le 1er janvier 1950. Qu'en est-il de la stratégie numéro 2? Alors on va faire le même calcul, égal, on ouvre la parenthèse, on va dans l'onglet backtest, stratégie numéro 2, voilà, on va tout en bas, divisé par la valeur, la première valeur, on ferme la parenthèse, divisé par cette première valeur. On clique sur entrée, et là, voilà. Alors, je pense j'ai dû prendre une mauvaise colonne. Alors ah oui, pardon, j'ai multiplié, j'ai divisé ici. C'est un moins qu'il faut mettre. Voilà. Voilà, c'est plus cohérent. Donc 26 786%. Maintenant, voilà, ça ne nous parle pas beaucoup, hein, ces pourcentages, donc c'est pour ça qu'on va l'annualiser. Hein. Alors pour calculer le rendement annualisé, rien de plus simple, vous avez la formule qui est juste ici. Donc c'est égal, on ouvre la parenthèse, 1 plus le rendement total que nous venons de calculer. On ferme la parenthèse, exposant, on ouvre la parenthèse, 1 divisé par la durée en année. Donc la durée en année, on va le calculer dans une autre cellule.
on va la calculer dans la cellule qui est juste au-dessus, donc on va la sélectionner, on ferme en parenthèse, moins 1. Donc là, il y a une erreur, forcément, on n'a pas calculé la durée en année, donc Excel ne peut pas faire son calcul. Donc maintenant, nous allons calculer la durée en année. Pour cela, on écrit égal, on écrit la formule date diff, on ouvre la parenthèse, ensuite minimum, donc min, pardon, la fonction minimum. On va sélectionner la colonne A. Donc là, Excel va prendre la colonne A et va saisir le minimum qu'il y a dans cette colonne A. Donc ça va être le 20, ça va être le 1er janvier 1950. D'accord. Donc là, ça va être fixe, hein, peu importe quand est-ce qu'on actualise ces données-là. Ça sera toujours la même date de début, mais bon. Ensuite, ça sera le maximum que nous voulons qu'Excel nous retourne. Donc, point virgule, max. Et c'est là où ça prend tout son sens, parce que lorsqu'on va actualiser cette stratégie de trading, et qu'on va avoir d'autres lignes qui vont être ajoutées, et bien Excel va automatiquement actualiser cette formule dès que des nouvelles cellules seront insérées. D'accord. Donc, on a sélectionné la colonne A dans la fonction max. Donc là, Excel va calculer la différence entre la date maximale et la date minimum. Et ensuite, ce qu'on doit indiquer à Excel, c'est dans quel format nous souhaitons que cette durée nous soit retournée. Est-ce que nous voulons cette durée en jours? Est-ce que nous voulons cette durée en mois ou en année? Nous la voulons en année, donc on va ouvrir les guillemets, écrire Y et fermer les guillemets. Si par exemple nous avions voulu que cette durée soit en mois, eh bien au lieu de mettre Y, nous aurions mis M comme month. Ou en jour, c'est day, donc D. Donc nous c'est année, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Et là, vous voyez qu'il y a bien 70 années hein, qui séparent entre les dernières données et 1950. Les dernières données, c'est 26 mai 2020. Et première donnée, c'est le 1er janvier 1950. Et si... Alors, on voit que, par contre, Excel n'a pas fait... il a fait l'arrondi. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est au lieu d'écrire Y, pour avoir un chiffre plus précis, parce qu'en vrai, on est au mois de juin, on est le 1er juin, donc c'est 70,5 normalement. Donc si on veut vraiment être précis, au lieu de mettre Y, on va mettre day, jour, et puisque dans une année, donc là vous voyez si on clique sur entrée, on va avoir 25 711 jours, voilà. Sauf que nous souhaitons ce résultat en année, et donc on va diviser ces 25 711 jours par 365, puisqu'il y a 365 jours dans une année. Et là vous voyez 70,44. On a un chiffre plus précis. C'est parfait. Voilà, et le rendement analysé, on a 0,064. On sélectionne cette cellule, on clique sur pourcentage, et là, on a un chiffre qui est beaucoup plus parlant. Donc 7,65%, c'est le rendement qu'a donné, qu'a produit le S&P 500 en moyenne par an depuis 1950. Attention, ce rendement-là ne prend pas en compte les dividendes. On va dire que depuis 1950, la moyenne des dividendes est de 2% par an. Donc en vrai, ce résultat il est plus proche de 10 que de 7 ou de 8. Faisons pareil pour la stratégie numéro 2. Bon, la durée en année c'est la même, donc on n'a pas besoin de recalculer cette durée. On va copier cette cellule, d'accord, le contenu, et on va le coller. On va le coller et au lieu de sélectionner cette cellule, B2, on va la translater sur C2. Et là, vous voyez qu'on a une performance légèrement meilleure, 8,27%. Donc, en ajoutant les dividendes, on a facilement les 10% par an. Donc, on a une légère surperformance de la stratégie numéro 2. Nous avons 35 plus 27, nous avons 50 et quelques pourcents, 54%. Calculons maintenant la volatilité.
Alors la volatilité, ça sert à savoir si, par exemple, quand on va backtester deux stratégies, par exemple le Nasdaq comparé au S&P 500, le Nasdaq, il produit un meilleur rendement par an par rapport à comparé au S&P 500, mais le Nasdaq a une volatilité plus importante. Donc c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que votre portefeuille va connaître une fluctuation plus importante en investissant sur le S&P 500 en investissant sur le Nasdaq que sur le S&P 500. Donc j'ai créé un nouvel onglet volatilité, voilà, qui est tout prêt. Donc on va déjà sélectionner la date, donc date et S&P 500. Donc alors au lieu d'écrire date, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre onglet backtest. On va sélectionner la colonne date, sélectionner la colonne S&P 500 également. Voilà. On va copier ces valeurs, ces deux colonnes. On va aller dans l'onglet volatilité et le coller dans la colonne A en cliquant toujours bien sûr sur value. Voilà. Et là, on va préciser à Excel que cette colonne, c'est des dates. Donc pour cela, on la sélectionne cette colonne. On clique ici et on clique sur Short Date. Voilà. Alors, performance journalière. Bon, performance journalière, c'est très simple, hein. Égal, arrivée, départ, moins 1. Voilà. Donc là, on a plus 1,1%. Pour répliquer cette formule tout en bas, jusqu'en bas, pardon, on double-clique sur le petit carré en bas à droite, hein. Voilà, donc comme ça, la formule est répliquée jusqu'en bas. L'écart type. Donc pour calculer la volatilité, hein, il faut calculer l'écart type de ce rendement. Donc sur le Excel anglais, ça va être stdev.s. Et ensuite, donc S pour sample. Et ensuite, on va sélectionner simplement la colonne C, hein. Voilà. Et donc, on a un écart type, hein, de cette performance journalière de 0,99%, en clair 1%. Pour calculer ensuite la volatilité annualisée, eh bien, il faut calculer la racine carrée, donc SQRT, de 252, hein, session de trading, fois l'écart type que nous venons de calculer. Voilà. Et ça, c'est la volatilité annualisée du S&P 500. Calculons la même chose pour la stratégie numéro 2. Donc, il faut que nous copions cette colonne G et que nous la collions ici en value. D'accord? Toujours en valeur. Voilà, et maintenant c'est le même calcul, hein. Donc, égal en pourcentage. On double-clique. Voilà. Est-ce que nous avons une volatilité qui est plus importante avec cette stratégie qu'avec le S&P 500? Normalement, en théorie, non, puisque la stratégie, enfin le S&P 500 buy and hold, vous avez beaucoup de volatilité lorsqu'il y a des bear markets, lorsqu'il y a des crashs, d'accord? Alors qu'en période de marché haussier, la volatilité est plutôt faible, d'accord? Ici, puisqu'on est censé éviter les périodes de crash, la volatilité devrait être plus faible. Donc écart type, stdev s, voilà, on sélectionne cette colonne, pourcent, et là vous voyez déjà 0,79, hein, donc forcément on va avoir une volatilité annualisée plus faible ici, ce qui est logique et ce qui est également le but recherché. Donc non seulement la stratégie surperforme, mais avec une volatilité plus faible. Voilà, donc retournons dans notre onglet statistiques. Donc pour la volatilité annualisée, égale pour le S&P 500, cette cellule.
Voilà. Et pour la stratégie numéro 2, égale 7 cellules. Le tout en pourcentage. Et voilà. Max drawdown. Alors, comment calculer le drawdown maximal? C'est très très simple. On va se rendre dans l'onglet drawdown. Et là, vous voyez, pareil, on a des données qu'il faut que nous apportions. Donc, égal. Donc, pardon, on va dans l'onglet backtest. On sélectionne la colonne date et la colonne S&P 500. On copie, c'est RLC. On colle en value, comme toujours. On va préciser que cette colonne A sont des dates. Donc, même démarche que pour l'onglet volatilité au début. Alors, le pic maintenant. Alors là, c'est là où ça se complique un tout petit peu. Donc, le drawdown, c'est quoi? C'est l'évolution entre le portefeuille et la valeur maximale du portefeuille par rapport depuis sa création. Donc il faut calculer le maximum, mais que, que ce maximum s'étende du début jusqu'à la fin. Donc là on va mettre une formule égale max entre cette cellule, point virgule, et le pic. Donc là forcément, vous voyez que le maximum entre cette cellule et cette cellule, ça va être 16,85. C'est normal. Et maintenant, si on double-clique sur le carré en bas à droite, vous voyez qu'ici, on a les mêmes valeurs, 17,09, pardon. Et vous voyez que ça correspond au pic, puisque 17,09 ça a été inscrit le 11 janvier 1950, et ensuite on a eu une baisse du S&P 500. Et ce n'est que le 2 février 1950 que cette valeur 17,09 a été dépassée. Donc là on a un pic, qui est correctement calculé. Vous voyez ici 3386 tout en bas. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'a pas été dépassé ce pic. Le dernier record c'était en février. Donc voilà, le 19 février. Depuis le 19 février, il nous fait 68 séances de trading. Vous voyez ici count 68. 68 séances de trading que eh bien, le portefeuille il est en baisse par rapport à son plus haut, par rapport à son record. Et maintenant, pour calculer le drawdown, c'est tout simple. Il suffit de faire une division entre la valeur actuelle et le pic. Moins ça. Le tout en pourcentage. Donc là, 0%, c'est normal. 16,85, 16,85, c'est 0. Si on double-clique, voilà. Là, on a un drawdown négatif, ce qui est normal. Alors, on peut mettre une petite, un format conditionnel. Donc, on va cliquer, vous voyez, on sélectionne cette colonne D, clique sur Conditional Formatting, et ensuite Color Scale. Le plus haut, c'est en blanc, et le plus bas, le drawdown le plus bas, c'est en rouge. Comme ça, on a une petite, voilà, on a une petite, vous voyez, colonne qui est colorisée selon le drawdown. Plus il est bas, plus ce drawdown est négatif, plus il est rouge. Vous voyez, si on remonte à 2008, on a eu un gros crash en 2008, crise financière, vous voyez que c'était bien rouge. Donc là, le max drawdown, ensuite S&P 500 égale maximum, max de cette colonne. Min, pardon. Le minimum drawdown, c'est le plus important. Et là, vous voyez que le drawdown le plus important, c'est 57%. Même démarche pour la stratégie numéro 2. Donc, on retourne dans notre onglet backtest, on copie cette colonne G, on la colle dans notre onglet drawdown en value. Et ensuite, même formule, donc le pic égale max entre cette cellule et celle d'au-dessus. On double-clique ici, drawdown, la valeur actuelle divisée par le drawdown, divisé par le pic, pardon, moins 1 en pourcentage. Voilà, conditional formatting. Et ensuite, égale min, minimum drawdown.
34%. Donc vous voyez, on a un drawdown qui est quand même qui reste important, hein, moins 34% dans un portefeuille, c'est quand même quelque chose, mais qui est quasiment 2 fois moins important que celui du S&P 500. Voilà, donc nous retournons dans notre onglet statistiques, max drawdown du S&P 500 donc égale cette valeur, et pour la stratégie numéro 2 égale cette valeur. Voilà. Alors ensuite, pour terminer, nous allons calculer le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, ça permet en fait de comparer, de savoir si un actif ou une stratégie surperforme un autre en adéquation avec le risque. D'accord? Donc là, par exemple, on a une surperformance de notre stratégie 2 avec moins de volatilité. Donc à volatilité équivalente, on a une nette surperformance de la stratégie numéro 2. Donc voilà, le but c'est d'avoir, quand on trade, c'est de générer un rendement, une surperformance par rapport au risque. Et le risque, c'est la volatilité. Donc par exemple, imaginons que le S&P 500, voilà, il fournit, on l'a vu, 7,65% par an pour une volatilité de 16%. C'est bien. Mais imaginons que les obligations fournissaient par an 6%, mais avec une volatilité eh bien, quasiment nulle. Eh bien, ça aurait été beaucoup mieux d'acheter des obligations, puisque ça aurait été beaucoup plus sûr. Il y avait quasiment aucun risque pour un rendement quasiment équivalent. Donc si on ajustait ce rendement par rapport à la volatilité du S&P 500, on aurait une très nette surperformance des obligations. Donc voilà, le ratio de Sharpe, c'est pour évaluer l'attractivité d'une stratégie ou d'un actif, mais c'est pas non plus, il y a beaucoup de débats sur le ratio de Sharpe, puisque on ne peut utiliser que les données passées pour calculer le ratio de Sharpe. Et le benchmark qui est utilisé pour, pour le calculer, s'il n'est pas très clair. On va voir ça tout de suite. Donc on clique sur l'onglet Sharpe ici. Donc là il y a un peu plus de colonnes. Donc première étape, c'est de calculer le rendement par an de l'actif en question. Donc dès qu'on a un backtest en données journalières, c'est un peu compliqué manuellement, enfin ça prend du temps manuellement de calculer ce rendement par an, chaque année. Surtout que là on a 70 années, donc le faire manuellement, vous voyez aller dans cet onglet-là, voir la première valeur, etc., etc. chaque année, ça prend du temps. Donc on va automatiser le tout. Pour automatiser, vous voyez que j'ai une colonne date et une colonne année. La colonne année, c'est juste pour, voilà, on va dire décorée, elle nous est d'aucune utilité dans le calcul. Euh, nous allons utiliser la colonne C et la colonne A pour calculer la performance annuelle du S&P 500 et ensuite de la stratégie numéro 2. Donc rien de mieux qu'un exemple. Allons sur la cellule C2, colonne performance S&P 500, et là on va écrire égal VLOOKUP, donc vertical recherche V, si vous êtes sur un Excel français, égal recherche V. Donc là, ce que nous souhaitons rechercher, c'est la valeur du S&P 500 le dernier jour de 1950, de l'année 1950. Donc c'est le 31-12-1950. Donc on cherche cette valeur dans cette plage de données. D'accord? Donc on sélectionne les deux colonnes. Et ensuite, on va préciser que nous souhaitons la valeur de la deuxième colonne. Donc Excel, dès qu'il va chercher la colonne A3, enfin, il va chercher ce qu'il y a dans la colonne A3 dans cette plage donnée. Et dès qu'il va la trouver, eh bien, il va nous afficher la donnée de la seconde colonne. Donc ici, c'est la colonne B. Voilà, donc si, par exemple, on s'arrête à là, on ferme la parenthèse, là, vous voyez que c'est 20,43. Si nous allons au 31-12-1950, donc on remonte tout là-haut, 31-12-1950, donc il n'y avait pas de 31-12-1950. Donc Excel a pris une qui était proche, c'est 20,43, vous voyez c'est celle d'avant, 29,12, 20,43.
Donc c'est parfait. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est la performance. Donc il faut diviser le capital départ par capital du début. Donc divisé par, on va refaire une nouvelle lookup. Cette fois-ci, au lieu de sélectionner cette date, nous sélectionnons celle d'avant. Voilà. Et ensuite, on resélectionne ces deux colonnes. Puis, on prend la deuxième. Ah, erreur. Il y a une erreur, c'est normal, parce que vous voyez qu'ici, j'ai mis 31-12-1949. Et le backtest, il commence au 3 janvier 1950. Donc là, il y a une exception. Une exception, alors, pour faire voir que cette formule marche, il suffit de double-cliquer sur ce carré en bas à droite. Et là, on voit bien que on a le calcul. Par contre, ce qu'on a oublié dans la formule, c'est de terminer par -1. Ensuite, on met en parenthèse, voilà. Là, vous voyez, ça marche parce que eh bien, le 31-12-1950, il est dans cette colonne, mais pas 31-12-1949. Donc, on va, juste pour cette, juste pour cette cellule, au lieu d'aller chercher le 31-12-1949, on va aller chercher la première date de la colonne, donc égale minimum de cette colonne. Donc vous voyez, 3 janvier 1950. Et là, on a une performance du S&P 500 de 23% en 1950, de 16% en 1951, etc., etc. Et c'est là où le ratio de Sharpe n'est pas très... où il y a beaucoup de débats dessus, puisque l'investissement sans risque, c'est assez relatif. Euh, Ça va être normalement des obligations, d'accord, mais quelles obligations? Obligations de court terme et obligations de long terme. Voilà, c'est là où c'est un petit peu flou, où donc on doit mettre un petit peu ce que bon nous semble finalement, d'accord? Donc l'investissement sans risque, ici, nous allons mettre 5%. Pourquoi 5%? Bien parce que on va dire que c'est l'obligation d'une durée moyenne, on va dire 5 ans. Depuis 1950, en moyenne, c'est du 5%. Alors depuis le début des années 2000, c'est beaucoup plus bas, hein, on le sait, avec les taux qui chutent. Mais rappelez-vous, hein, entre 1960 et 1980, il y avait énormément d'inflation aux États-Unis et les taux directeurs étaient largement au-dessus de 5%. Donc, en moyenne, depuis 1950, on va dire que c'est du 5%, même si, bon, encore une fois, ça peut être débattu, et c'est là où il y a tout le flou, où le ratio de Sharpe peut être débattu pendant des heures. Donc, on va écrire 5%. Et la surperformance, surperformance, c'est ce que nous a fourni le S&P 500 moins ce que nous a fourni un placement sans risque. Voilà, donc là, on a une surperformance de 18%. Ensuite, si on veut mettre un petit peu de couleur, on sélectionne la colonne, Conditional Formatting, Highlight Cells, Greater than 0. On va mettre ça en vert. Donc quand ça surperforme, c'est en vert. Et pareil, on refait une nouvelle condition. Si c'est en dessous de 0, par contre, c'est en rouge. Ok. Alors maintenant, on va calculer chaque composante du ratio de Sharpe. Déjà, la performance moyenne, on veut la moyenne. Donc, égale average, la moyenne de cette colonne. Petite erreur. Alors, d'où vient l'erreur? Alors là, il va falloir supprimer cette dernière colonne parce que pareil, 2019, puisqu'on n'a pas cette donnée la donnée de 2020, on ne peut pas avoir le rendement de 2020. Ok, donc ça on enlève. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, performance moyenne du S&P 500, 9,15%. Ok. Investissement sans risque, c'est 5%. L'écart type de la surperformance, eh bien alors c'est la standard déviation, donc écart type. Hein. Ok, alors voilà, de la surperformance. Pourcentage. Et donc ensuite, il suffit simplement de calculer, donc ratio de Sharpe, c'est égal
la performance moyenne moins le placement sans risque, le tout divisé par la volatilité. Donc au-dessus de 0, c'est bon, d'accord? C'est-à-dire qu'on a une surperformance, on a une performance positive par rapport à la volatilité, et c'est au-dessus de 100% que le ratio de Sharpe devient très intéressant. Ou en théorie, la stratégie bien, est vraiment bonne. Donc maintenant, même processus pour la stratégie. Donc on copie la colonne G qu'on vient coller ici. Ah non, pardon. Excusez-moi, je vais faire une erreur. Il faut calculer la performance de la stratégie 2. Donc on va copier hein, cette formule, d'accord? On va la coller ici. Sauf que il faut remplacer hein, ces deux colonnes AB. Parce qu'il faut qu'on intègre la colonne G. Donc au lieu de s'arrêter à B, il faut remplacer le B par G. Ici et ici. Et au lieu de prendre la valeur de la deuxième colonne, bien c'est pas la deuxième, c'est la septième, hein, il me semble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà, septième colonne. Donc au lieu de 2, il faut écrire 7. Donc en clair, Excel va chercher ces deux valeurs dans la plage de données backtest AG, donc dans cette plage de données. Et dès qu'il va trouver ces données, il va aller à la septième colonne de cette plage de données, donc ici. Et il va chercher, donc il va prendre la valeur correspondante. Voilà, pourcentage. Donc là, on a, vous voyez, une performance similaire au S&P 500. Donc c'est parfait. Ah oui, on ne peut pas double-cliquer. Alors pourquoi on ne peut pas double-cliquer ici? Bien parce que cette fonction, ce que permet Excel en double-cliquant en bas à droite, en fait, il va translater cette formule selon le contenu de la précédente colonne. Et puisque dans la précédente colonne, elle est vide, eh bien, Excel ne sait pas quand s'arrêter. Donc, il ne va pas permettre de translater jusqu'en bas de la colonne date. Donc, pour cela, il faut le faire manuellement. Donc, 72, voilà. Nous y sommes, on enlève cette dernière. OK. Investissement sans risque, donc pareil, 5%. Surperformance, donc performance stratégie moins l'investissement sans risque. OK, on va remettre conditional formatting, greater than 0, on le met en vert. Et less than 0, on le formate en rouge. Voilà. Performance moyenne de la stratégie, égale average, colonne L. L'investissement sans risque, c'est 5%. Écart type sur performance, donc c'est ça, colonne N. Et ensuite, donc, performance moyenne moins investissement sans risque divisé par l'écart type. Et là, 34%, 34,4. Donc le ratio de Sharpe, c'est souvent en nombre. Voilà, c'est pas un pourcentage. Donc 0,34, c'est meilleur que le S&P 500, mais vous voyez que c'est pas non plus de la folie. Voilà, écoutez, c'est tout hein, pour cette vidéo. Nous avons vu ensemble comment calculer le rendement total, le rendement annualisé, la volatilité, le drawdown et le ratio de Sharpe. Alors si on va dans l'onglet statistiques, on peut mettre ici notre ratio de Sharpe que nous venons de calculer. Et comme ça, on a un récap. Hein. En tout cas, on voit que la stratégie 2, finalement, si on ajuste au risque, hein, on a quand même un ratio de Sharpe meilleur que le S&P 500. Donc sa stratégie 2 est clairement à privilégier pour un investisseur de long terme hein, qui a peu de temps hein, pour s'occuper de la bourse, puisqu'il propose un rendement annualisé, vous voyez, de 8,27% sans dividende, avec une volatilité plus faible, un drawdown plus faible que le S&P 500. Voilà.
Après, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'était juste un exercice ici. Le but étant de calculer, de backtester une stratégie et de calculer ses statistiques. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. J'y répondrai si j'en suis capable. Et écoutez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.